je commence toujours par un peu d'histoire pour essayer de comprendre comment nos anciens, nos très anciens même, ont vécu et ont découvert le problème. Alors, déjà, vous voyez, c'était en 460 à 377 avant notre ère, il y a déjà Hippocrate qui disait la mort subite est plus fréquente chez ceux qui sont naturellement gras que chez le maigre. Bon, déjà, le problème du surpoids et de l'obésité, qu'on n'appelait pas comme ça, était un problème quand même qu'on retrouve après tout le long depuis, hein, et qui est récurrent, et surtout aujourd'hui, c'est dans certains pays, en particulier les États-Unis, en font des ravages. Alors, ensuite, il y a la polysarchia, c'est l'obésité, est inutile aux hommes et aux femmes car elle les rend malades. C'est Claudius Galien en 129-199. Déjà, selon Galien, donc l'obésité résultait de mauvaise humeur. Alors, l'humeur, c'est ce qui coule dans nos veines, dans notre corps. Et en proposant le traitement, lui-même, le premier Galien, a parlé de l'activité physique, la diète et les plantes pour soigner. Ah mince, qu'est-ce que c'est ça? Ah. Et les plantes pour soigner donc le problème de l'obésité. Alors ensuite, ce n'est qu'en 1997 qu'un rapport de l'OMS conclut que l'obésité doit être considérée comme une maladie épidémique. Donc, comme toute épidémie, il faut trouver enfin des manières de la soigner. Alors, on va voir comment on peut s'y prendre pour essayer de le faire. Alors, pourquoi cet intérêt aujourd'hui soudain de la part des responsables de la santé publique? Alors, il y a trois aspects, on peut distinguer, peut-être qu'il y en a d'autres, moi j'en distingue trois. Bon, il y a un aspect épidémiologique pour faire le point sur combien de personnes obèses, combien de personnes en surpoids dans un pays, etc. Et parce qu'on sait que c'est synonyme souvent de santé. Et donc, lorsque le problème de santé se décline à cette échelle, eh bien, viennent très rapidement les aspects médico-économiques, c'est-à-dire que combien d'argent il faut débourser pour essayer de soigner cette maladie. Et puis ensuite, on essaye de comprendre comment cette maladie arrive et comment elle prend ancrage et se développe dans certains pays, notamment, bon, vous verrez, je vous montrerai des cartes internationales, c'est pour comprendre ces aspects physiopathologiques à combattre. Alors voilà les trois grands points qui ont fait qu'aujourd'hui, l'obésité et le surpoids font partie des problèmes de santé publique. Alors, l'obésité, maintenant, on commence à essayer de la définir. Donc, c'est un excès de poids du tissu adipeux dans le corps. Bon, ça, c'est un constat. Mais là où les gens, à l'époque, étaient un peu trop limités, il est indiqué qu'elle résultait, cette maladie, enfin, cet excès de poids résultait d'un déséquilibre entre l'apport calorique quotidien et la dépense énergétique. Alors, nous allons voir que enfin, ceux qui entraînent le surpoids et l'obésité revêtent des aspects multifactoriels. Il n'y a pas que deux aspects, hein, c'est-à-dire l'apport et la dépense. Bon, alors, pendant beaucoup de temps, on a indiqué que le corps reçoit plus qu'il ne peut utiliser et stocke l'excédent sous forme de graisse. Bon, ça, c'est un aspect binaire d'apport énergétique, masse grasse, dépense énergétique insuffisante. Alors, cette augmentation du tissu résulte elle-même d'une augmentation de la taille. Alors, la taille, c'est l'hypertrophie. Quand elle grandit, quand cette taille grandit, c'est une hypertrophie. Et du nombre, alors le nombre, c'est une hyperplasie, on multiplie de cellules graisseuses, on connaît tous, les adipocytes, qui ont la capacité de renforcer de l'énergie potentielle sous forme de triglycérides, de lipides et plus particulièrement de triglycérides. Alors, triglycérides, je rappelle, c'est un glycérol avec 3 acides gras. Alors, un glycérol et 3, c'est pourquoi on les appelle les triglycérides. Alors, ce sont deux images. À gauche, bon, on constate que ici, les enfin, les adipocytes ne sont pas encore gonflés, mais à droite, on voit déjà que les adipocytes sont des adipocytes de personnes en surpoids, voire obèses. Ils se gonflent un petit peu de triglycérides.
Alors, jusqu'à 15 ans à peu près, on assiste plus à un phénomène d'augmentation du nombre d'adipocytes, c'est-à-dire une hyperplasie. Puis, selon le niveau d'obésité, cette hyperplasie est relativement fixe à partir d'un certain âge, mais ce qui va se développer, c'est l'hypertrophie. Et ensuite, vraiment chez les personnes obèses, ce sont à la fois l'hypertrophie et l'hyperplasie. Alors, quand on regarde ici la masse corporelle, donc on voit 75 kilos, c'est le poids moyen à peu près, 103 kilos, on est déjà dans l'obésité, 149 dans l'obésité morbide. Bon, et on regarde la taille des adipocytes, la taille. Donc on est au niveau de l'hypertrophie. Bon, là, à 0,2 microgrammes par cellule, ça va. Le sujet a juste ce qu'il faut. Mais à partir de 103 kilos, on voit que déjà, il y a une taille qui a nettement augmenté, mais qui a triplé. Pardon, excusez-moi. Donc, par cellule. Et alors, à 149, bien, elle ne triple plus, mais elle augmente encore à 0,9 micro. Pardon, excusez-moi. Voilà, je pense que c'est bon. Microgrammes par cellule. Mais par contre, le nombre d'adipocytes va augmenter pendant la jeunesse jusqu'à 15 ans, va augmenter jusqu'à atteindre à peu près 75 milliards d'adipocytes. Mais ensuite, il y a à 103 kilos, bon, la plupart des personnes qui présentent déjà ce surpoids, voire cette obésité, ce début d'obésité, montrent une stabilité au niveau du nombre, mais c'est la taille qui a très nettement grossi. Et ensuite, quand l'obésité devient un facteur enfin, que l'on va aborder tout à l'heure, eh bien, on voit qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une augmentation du nombre et de la taille des adipocytes. Alors, en ce qui concerne les mesures et normes pour les études épidémiologiques internationales, bon, on sait qu'il y a un certain Belge, je crois, oui, c'est ça, un médecin belge en 1817, Adolphe Quetelet, définit un indice de masse corporelle, l'IMC, c'est lui qui le définit, en anglais le BMI, Body Mass Index, et l'IMC, vous connaissez bien la formule, qui exprime la corpulence par le rapport du poids sur la taille au carré. IMC en poids, en kilos, et la taille donc au carré en mètres. Alors, c'est à partir de cet IMC que beaucoup d'études épidémiologiques ont été définies. Aujourd'hui, la définition internationalement la plus répandue de l'obésité est basée, entre autres, sur le calcul de l'indice de masse corporelle. Et pour estimer l'importance de la graisse viscérale, c'est-à-dire que l'on ne peut pas prendre par des mesures externes comme les plus cutanées, et cette graisse viscérale, c'est elle qui est la plus délétère au niveau de la santé, la plus prédictive des maladies métaboliques et des accidents cardiovasculaires. Le tour de taille, donc l'IMC, souvent est accompagné du tour de taille et aussi de plus en plus utilisé pour accompagner l'IMC, pour avoir une idée de la graisse donc abdominale. Et alors, quand on regarde l'échelle de la répartition du surpoids et puis de l'obésité en fonction de l'IMC ou du BMI, eh bien, on peut partir de l'anorexie maigre, inférieure à 14,9, et déjà maigre entre 15 et 19,9, moyenne, là où on espère tous ne pas dépasser entre 20 et 25, en surpoids déjà entre 25 et 29, 30, et ensuite la première obésité au niveau 1, de 30 à 35, ensuite de 35 à 39, obésité 2, et supérieure à 40, c'est l'obésité morbide. Cette pauvre femme a bien du souci à se faire, d'ailleurs aux deux extrémités. Mais en plus de l'IMC, donc c'est ce qu'on peut classifier en tant qu'obèse par rapport au surpoids. Maintenant, on ajoute le tour de taille. Les femmes supérieures ou égales à 90 sont déjà des femmes qui peuvent être considérées comme en surpoids, voire en obésité, et les hommes, la tour de taille supérieure ou égale à 100 cm. Voilà les mesures internationales qui rentrent dans les facteurs épidémiologiques. Ensuite, l'indice d'adiposité, l'indice de masse corporelle, IMC, est le plus utilisé. Alors, on peut s'interroger sur est-ce que c'est le plus pertinent. Alors, bon, on sait que les paramètres mesurés par l'IMC, c'est global.
mais en fait, il englobe beaucoup de caractères. Alors, l'IMC se définit l'indice de masse corporelle, donc on peut déceler la masse grasse, mais aussi bien que la masse maigre, avec, quand on prend le poids total de l'individu. La masse grasse, donc, c'est le tissu adipeux, sous-cutané, certes, viscéral, on le prend en compte aussi, c'est total. Hein. Mais en plus, les graisses liées, qu'on fait les triglycérides circulants, le cholestérol, et les membranes cellulaires qui sont qu'on fait totalement faites par des phospholipides, c'est-à-dire par de la graisse. Mais le poids de l'individu prend aussi la masse maigre, c'est donc toute la masse protéique, musculaire et autres, les masses osseuses et l'eau. Donc, vous voyez que quand on prend poids sur taille au carré, le poids englobe beaucoup de choses et n'est pas assez discriminant au niveau pur de la graisse. Et vous allez voir, ça pose quelques problèmes quand même d'interprétation. Alors, identifier les variables, mesures anthropométriques. Alors, quand on prend des mesures anthropométriques, mesures les plus simples, habituellement, on prend les tours de taille, on prend le tour de poignet, on prend plein de mesures anthropométriques parce qu'elles sont les plus simples, les plus accessibles, les moins onéreuses, mais elles manquent de sensibilité, elles manquent de précision, elles manquent de reproductibilité et elles sont plus ou moins exactes. Alors, ça, c'est valable pour les sujets, pour un suivi de sujet à grande échelle, quand on n'a pas d'outils comme les pinces à plis cutanées ou comme mais aussi pour les études épidémiologiques et on peut aussi quelquefois les retrouver dans certaines études d'intervention. Alors par contre, conclusion pour ce qui concerne l'IMC, l'IMC c'est un paramètre intéressant, mais problème lié à la croissance. Alors au moment de la croissance, quand la taille augmente, mais pas le poids provisoirement, c'est un moment de... Donc l'IMC n'est pas pertinent. Mais surtout, problème lié au sport de haut niveau. Alors certains athlètes ont beaucoup de muscles et donc un poids élevé. Et par exemple, des haltérophiles qui n'ont presque pas de graisse, eh bien, ils vont avoir un IMC très élevé alors qu'ils ont beaucoup de muscles et des os aussi, mais pratiquement pas de graisse. Et pourtant, ils ont une IMC élevé quand on prend le poids par la taille au carré. Donc attention, il ne faut pas ici définir un IMC avec des sportifs de haut niveau, ça ne peut pas dire grand-chose. Alors, attention aussi, l'IMC détermine un état, on constate, on mesure, mais ne le prédit pas. Donc, ce n'est pas une mesure prédictive, pas représentatif de l'obésité centrale, c'est-à-dire de tout ce qui se passe au niveau des graisses centrales qui sont, elles, les plus délétères, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la santé. Alors, donc aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'on améliore le dépistage des personnes en surpoids et obèses, non seulement à partir de l'IMC, mais aussi en l'associant avec d'autres indices. Alors, bon, aujourd'hui, on a toutes les courbes de corpulence que vous connaissez bien, hein, ça circule bien chez les médecins. Donc, on a toutes les courbes avec les moyennes, les écarts types, et on sait que ici, l'obésité sévère, qui est située au-delà d'un IMC de 30, hein, et l'obésité déclarée entre 25 et 30. Ensuite, le surpoids SP, qui est même ici sur cette courbe, ça c'est la courbe de filles, hein, le surpoids est pratiquement entre 25 et 20, entre 24 même ici et 26, et le poids normal aux alentours entre 20 et 25 à peu près, et ensuite les gens maigres, c'est en dessous de deux écarts types. Alors un écart type, deux écarts types, trois écarts types. Hein. Les pointillés définissent les écarts types. Et donc on peut voir que la plupart de la plus grande majorité de la population se situe au niveau autour de la moyenne, mais ceux qui sont dans les écarts types supérieurs montrent du surpoids et de l'obésité. La même chose pour les garçons. Donc, ce sont des cartes que vous avez pratiquement tous dans votre cabinet ou vous avez par devers vous. Donc, on n'insistera pas trop en ce qui concerne leur interprétation. Parce que là, après, on rentre dans les degrés, obésité degré 1, obésité degré 2, etc. Alors, en ce qui concerne les autres techniques de mesure, alors là, on est plus dans les hôpitaux ou dans les groupes de recherche, la densitométrie, la tomographie par imagerie par résonance magnétique, l'IRM, l'absorptiométrie biphotonique, le DEXA,
le scanner, je vous en ai montré quelques images hier, la bioimpédancemétrie aussi, je vous ai montré un appareil de bioimpédancemétrie aussi. Ça, on les retrouve dans les centres hautement spécialisés chez les personnes obèses et les personnes en surpoids, dans les hôpitaux ou dans des centres très équipés. En ce qui concerne les mesures anthropométriques, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la masse corporelle sur la stature, les plis cutanés, les sections, c'est-à-dire on prend les sections entre, enfin, la plupart du temps, ce sont des mesures qui sont liées à les sections, c'est la coupe, si on peut dire. Donc, ça signifie que l'on prend à mesure un mètre de couturière et on entoure les muscles ou on entoure la taille, etc. Bon, c'est la même chose pour les circonférences, taille, hanche, brachial et cou. Voilà les différentes mesures que l'on peut trouver, à la fois pour la recherche et peut-être au niveau anthropométrique, mais je le répète, elles ne sont pas très fiables aujourd'hui. Enfin, on a défini qu'elles avaient un degré de fiabilité quand même assez restreint. Alors, l'obésité se définit, enfin, et se répartit différemment en ce qu'on peut dire en groupe génoïde versus groupe androïde. Alors, qu'est-ce que c'est le gynoïde? Quand l'excès de graisse se situe principalement, ça c'est plus au niveau chez les femmes, hein, au niveau des cuisses, comme c'est habituellement le cas chez les femmes, c'est la culotte de cheval ou en poire. Hein. On parle d'obésité androïde, donc on voit que la graisse se situe au niveau des cuisses, des fesses, un peu au niveau de l'abdomen, mais là, ce qui est oublié, c'est les bras. Les bras, chez les femmes, présentent beaucoup de graisse dans la partie postérieure. Androïde aussi, quand les dépôts de graisse sont principalement au niveau du ventre, on voit beaucoup d'hommes avec un petit bidon, hein, à partir d'un certain âge, ou même maintenant de plus en plus jeunes, on les observe, équivalent de l'obésité abdominale en pomme. Donc là, vous allez au marché, vous demandez des poires ou des pommes, ben vous les avez ici. Alors l'obésité abdominale, c'est la graisse abdominale, et c'est égal à la graisse viscérale, hein, à l'intérieur, et la graisse intra-abdominale, parce qu'il y a la graisse à l'intérieur des viscères et la graisse à l'extérieur des viscères, mais à intra-abdominale, plus la graisse sous-cutanée que l'on a sur l'abdomen, et là que l'on peut, cette graisse, simplement, enfin, on peut l'estimer à partir des plis cutanés, mais les plis cutanés ne prennent pas en compte, bien sûr, les graisses profondes, c'est-à-dire viscérales et intra-abdominales. Alors, l'obésité abdominale, graisse viscérale, donc comme on vient de voir, et graisse sont prises en compte par des méthodes de mesure, la tomographie et la résonance magnétique nucléaire, l'imagerie par l'anthropométrie circonférence de la taille, ici du tronc, la taille corrigée par... Bon, enfin, on a beaucoup de mesures qui permettent d'estimer, de l'estimer plutôt que de la mesurer, hein, avec toujours un facteur d'erreur plus ou moins important. Alors, quand on regarde ici deux coupes, justement, de personnes qui ont c'est la couche de graisse ici, qui est sous-cutanée, alors là, c'est variation between viscérale, circonférence et viscérale du tissu adipeux. Ben, on voit que cet individu a une grosse couche de graisse qui est sous-cutanée, mais pas tellement de graisse intra-abdominale, alors que cet individu peut apparaître comme avoir une couche de graisse sous-cutanée moins épaisse que son voisin, mais on constate qu'il a une plus grande quantité de graisse intra-abdominale, et là, on ne mesure pas en plus ce qui est intraviscéral, mais on voit que très bien que bon, cet individu peut paraître grassouillé, mais est moins en danger que celui-ci, parce qu'on sait que les graisses viscérales sont un danger potentiel. Alors, body, alors, on voit par exemple que cet individu pèse de 96,8. Entre les deux pèsent à peu près la même poids. Hein. Vous voyez, 97, 96,8. La circonférence des deux est de 110 cm. 100 cm, pardon. Par contre, la graisse viscérale n'a que 167 cm². La graisse viscérale, là, c'est 237. Et la graisse subcutanée au niveau abdominal
Là, par contre, il y a une belle couche, 337 cm² quand on prend la mesure totale, alors que là, elle paraît un peu moins élevée. Alors, paradoxalement, cet individu paraît moins gros que celui-là, mais c'est celui qui est plus en danger que celui-là. Et donc, la graisse viscérale, le ratio entre les deux est que de 0,50 ici, alors qu'il est ici de 1,18. Et plus ce ratio s'élève, plus ça signifie que le sujet pourrait présenter des problèmes cardiovasculaires accompagnés justement par cet excès de graisse intra-abdominale. Alors, maintenant, j'ai trouvé ça dans des études tout à fait intéressantes. Je pense que plutôt que l'IMC, maintenant, on devrait prendre la relation tour de taille sur la stature, c'est-à-dire la taille debout. Alors, plus sensible que l'IMC pour la détection des facteurs de risque. C'est un message qui est simple, de santé publique. Conserver, vous voyez, déjà, vous pouvez, avec vos patients, conserver un tour de taille inférieur à la moitié de sa taille debout. Alors, conserver un tour de taille inférieur à la moitié de sa taille debout. Et c'est valable, quel que soit l'âge. Cette fois-ci, on ne fait pas les catégories jeunes, plus vieux, etc. Quel que soit le sexe, homme-femme, dans le genre, et quelle que soit l'ethnie. Parce que là aussi, selon l'ethnie, les répartitions de graisse peuvent être un peu différentes. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, on ira vers le tour de taille inférieur à la moitié. Et ensuite, derrière, la relation, on a développé même tout un ensemble de conditions pour l'estimer de cette manière. Regardez bien, là, c'est vigilance, anorexie. Donc, on continue à être très attentif parce que ce n'est pas assez. Là, on est OK, et là, vigilance en surpoids, et là, c'est prise en charge. Alors, comment les choses marchent? Ben, tout simplement, là, c'est un sujet qui a une taille de 1,70 m. Alors, 1,70 m, pour qu'il soit OK, ben, on a pratiquement entre les deux limites ici, entre 68 cm de tour de taille et 85-86. Là, on est OK pour lui. Et vraiment, c'est l'aspect moyen pour 1,70 m, c'est 75 cm de tour de taille. À partir du moment où il dépasse les 85 cm de tour de taille, il rentre dans la zone en surpoids. Bon, zone en surpoids qui va de 85-86 à 104, 103, 104. Donc, c'est extrêmement facile à voir. Et à partir de 104, attention, on est déjà en obésité de type 1 ou 2, c'est-à-dire la nécessité de prendre en charge. Donc, vous voyez que les choses sont beaucoup plus simples qu'avec l'IMC et c'est beaucoup plus significatif parce qu'elles prennent deux dimensions, taille-poids, mais en considérant l'un par rapport à l'autre. Alors, les aspects maintenant épidémiologiques, l'évolution de l'obésité dans le monde. Alors, est-ce que c'est une épidémie ou une pandémie ou plutôt une endémie? Alors, je vais vous montrer certains aspects des États-Unis parce que c'est le pays, malheureusement, on va chercher beaucoup de modèles aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas celui qu'il faudrait rapporter le plus souvent. Alors, le BMI, donc, c'est l'indice de masse corporelle supérieur ou égal à 30. Donc, on est déjà dans l'obésité, l'obésité de type 1. On ne discrimine pas au-delà. Donc, simplement, on prend et on regarde dans les différents États, dans les 50 États des États-Unis. Alors là, nos data, on n'a pas d'informations, c'est en blanc. Et vous voyez, c'est en 1985. 1985. Alors, en 1985, sont les populations qui ont un BMI supérieur ou égal à 30, c'est à peu près 10% de la population de l'État. Alors, vous voyez qu'il y en a déjà 10% de la population. Ensuite, de cette couleur. Alors, je vous dis de cette couleur parce que je vais vous faire un aveu. Je suis daltonien. Alors, je ne sais pas si c'est bien bleu, si c'est rose. Donc, je vous dis de cette couleur. Voilà. Alors, entre 10 et 14% de la population. Donc, inférieur à 10, ici, et supérieur entre 10 et 14%. Vous voyez que sur les 50 États, il y en a quelques-uns quand même. Il y a à peu près un bon quart déjà qui était en obésité type 1, en 85. Maintenant, en 88,
Alors, vous voyez que ça s'est coloré. De plus en plus, c'est entre 10 et 14. Et puis ici, je crois que c'est du bleu foncé, me semble-t-il, entre 15 et 19. Et vous voyez que les couleurs changent de plus en plus. Et aujourd'hui, on arrive en 98. Hein. Alors, je peux revenir en arrière si vous voulez. 96. Ensuite, ça s'est bien coloré, alors qu'avant, on était en 94, 92, 90, 88, c'est là où on avait, et 85, c'est là où on a pris notre carte des États-Unis. Donc, je retourne, 85, 88, vous voyez, ça s'est coloré, ça passe un peu trop vite. 92, ensuite 94, on est entre 15 et 19%, et ici, supérieur entre 20 et 24% en 98. Et en 2000, eh bien, vous voyez que ça s'est nettement coloré. Et aujourd'hui, enfin, et quand on arrive à 2007, eh bien, plus de 63 millions d'Américains étaient obèses. Trump en a eu 70 millions hein, pour lui, qui ont voté pour lui. Et quand on regarde les images, il y a beaucoup d'obèses aussi parmi eux. Alors, mais c'était en 2007. Alors, 2007, quand même, il y a 13 ans. Et vous avez vu la vitesse de progrès. Et quand maintenant on a des reportages sur les États-Unis, on ne voit que ça. Des personnes obèses, des personnes en surpoids, à tous les niveaux. Et donc, on peut se demander si le pays ne fait pas, enfin, n'a pas une politique drastique pour contraindre les gens peut-être à manger un peu moins surtout et faire un peu plus d'activité physique, eh bien, on va droit vers la catastrophe. Alors aujourd'hui, on est supérieur à 30% d'obèses et aujourd'hui même, on parle de 50% des Américains qui sont en position d'obésité ou en tout cas de surpoids, c'est certain, mais d'obésité déjà, presque pratiquement 50%. Alors si c'était resté à l'intérieur des frontières, ben, on aurait dit, ah, les malheureux, mais tant pis pour eux, il faudrait qu'ils changent leur mode de vie. Malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, eux ont transformé l'obésité en une maladie qui se développe. C'est comme le SARS-CoV-2, hein, ça va un peu partout. Une épidémie progressive, une endémie mondiale. Alors, vers le Canada, ça c'est le plus proche, vers l'Europe, vers l'Afrique, vers l'Australie et vers l'Asie. Maintenant, tous les continents, et l'Amérique du Sud, pardon, tous les continents sont contaminés par cette épidémie hein, de surpoids et d'obésité. Donc, ça devient un problème mondial et auquel on a des grandes difficultés à faire face et on va essayer d'en expliquer les raisons. Alors, quand on prend en Europe, j'ai pris cette carte, alors ça, ce sont le nombre de gens atteints, c'est-à-dire que là, c'est 20%, en France, 19%. On voit qu'en Espagne, tout ce qui est autour de la Méditerranée, 34%, 36%, 31%, 35%. Alors, on peut supposer qu'ici aussi, en Afrique du Nord, ça fasse partie un peu de cet ensemble. Et quand on regarde, effectivement, on peut s'interroger pourquoi autour de la Méditerranée? Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de soleil et que les gens font un peu moins d'activité, ou est-ce qu'ils ont une alimentation particulière? Mais toujours est-il que ce sont des statistiques qui sont alarmantes quand même. Alors, et quand ce qu'on peut constater, c'est plus on va vers le nord, ben, moins importante est cette population. Hein. Alors, est-ce qu'ils ne mangent pas assez ou est-ce qu'ils font plus d'activité physique? Point d'interrogation. Si, il y a des études épidémiologiques qui montrent que dans les pays du Nord, bon, on fait un peu plus d'activité physique. Et parce que peut-être aussi à cause du climat, mais j'en sais rien. Alors, et au Maroc, alors. Ah, alors j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais trouver dans les documents. C'est le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan, qui date de 2016, hein, de fin 2016. On estime aujourd'hui à 10 millions le nombre de Marocains à être en surpoids, dont 3,6 millions en situation d'obésité morbide, c'est-à-dire qui déclenche des maladies. Alors ce chiffre est en constante augmentation depuis quelques années à cause de la sédentarité, et toujours la même chose. Donc, merci télévision, merci canapé, etc. Merci petit écran de différentes formes, et des changements des habitudes alimentaires, notamment chez les jeunes. Alors maintenant, de plus en plus,
je ne fais pas une critique de ce qui se passe à l'intérieur des foyers, mais ça se passe un peu dans tous les cas, dans tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus, les femmes comme les hommes travaillent et les femmes n'ont plus le temps de faire la cuisine comme elles faisaient auparavant. C'était un constat. Hein. Et donc, on peut pas. Maintenant, le micro-ondes fonctionne beaucoup plus que le four ou que simplement le réchaud, et que les plats déjà préparés sont beaucoup plus faciles à mettre au micro-ondes, et on sert ces plats préparés qui ont bien sûr une forte concentration en sel et en sucre, et déjà, donc on peut incriminer le mode de vie, l'évolution du mode de vie, mais quand on regarde les jeunes vont beaucoup plus au McDo, ils mangent beaucoup plus des hamburgers qui sont très gras ou des trucs comme ça, donc c'est pas du tout anormal de retrouver cette obésité déjà chez les jeunes au Maroc aussi. Alors, en une décennie, le nombre d'obèses a presque doublé au Maroc. Hein. Parmi les 10 millions, on compte un peu plus de 6 millions de femmes, donc 60% de femmes sont en surpoids ou en obésité hein, au Maroc. Et le surpoids et l'obésité augmentent avec l'âge. Pratiquement 25% des personnes âgées, entre 45 et 59 ans, sont en situation de préobésité ou déjà d'obésité morbide, à 25%, donc en fonction 45 à 59 ans. Sur 2426 ménages marocains étudiés dans le cadre de l'ENA, c'est-à-dire Enquête nationale sur l'anthropométrie, approximativement 35% de la population féminine et un peu plus de 30% des hommes, donc toujours une prédominance des femmes par rapport aux hommes en ce qui concerne le surpoids et l'obésité. Montre un IMC situé entre 25 et 29, donc en surpoids. Alors déjà, on peut avoir quelques informations et puis à ce niveau-là. Et un rapport de l'OMS indique que l'obésité infantile au Maroc a connu ces derniers mois une augmentation importante. L'organisation tire la sonnette d'alarme. 14% des enfants marocains souffrent d'obésité. Alors, ces derniers rappellent que dans certains pays, les enfants de familles aisées, les familles aisées, sont davantage exposés au risque d'obésité en raison des mœurs culturelles, et ce n'est pas qu'au Maroc, il y a beaucoup d'autres pays, qui consistent à penser qu'un enfant en surpoids, bien grassouillé, est souvent signe de bonne santé. Donc, il y a une éducation déjà qui est à entreprendre au niveau des parents. Hein. Alors, le surpoids et l'obésité ont un impact sur la qualité de la vie d'un enfant. Hein. Il faut bien avoir ça. Nous savons que l'obésité peut aussi avoir un impact sur la réussite scolaire. Alors, la vie, parce que les enfants dans une école, dans cours de récréation ou ailleurs, les enfants obèses sont toujours un petit peu moqués. Hein. Et donc, psychologiquement, ce n'est pas très favorable pour un développement harmonieux de l'enfant. Nous savons que l'obésité peut aussi avoir un impact sur la réussite scolaire. C'est-à-dire, on a constaté, ce sont des statistiques, que généralement, les jeunes obèses ont des moins bonnes notes. Alors, est-ce que c'est parce que leur cerveau fonctionne moins, enfin moins bien, j'en sais rien, ou alors c'est parce qu'ils sont trop inhibés par leurs problèmes. Outre la probabilité que ces enfants resteront obèses à l'âge adulte, alors attention, un enfant et surtout un adolescent qui est obèse, s'il n'y a pas tout un programme à la fois de restriction calorique et d'activité physique qui lui est proposé, eh bien cet enfant obèse ou cet enfant et surtout a fortiori l'adolescent restera obèse à l'âge adulte. Ceci a des conséquences économiques et sanitaires majeures pour eux, d'ailleurs, mais pour la famille, mais pour l'ensemble de la société dans son ensemble. De la société. Donc là, je me suis amusé, si on peut dire. Ah non, pardon. Je vais aller un peu plus loin. C'est pour montrer que les choses sont différentes selon les pays, selon les continents même. Là, j'ai pris une étude qui avait été faite je crois que c'était à Lille, qu'on fait dans le nord de la France, et en 97, 2000, 2003 et 2006. Hein. C'est l'évolution de la prévalence de l'obésité en fonction des revenus nets mensuels du foyer. Alors, on voit que les gens des foyers qui gagnent moins de 900 euros, ça c'est en France, hein, 900 euros, ont quand on regarde en fonction de l'évolution des années, de plus en plus
ont un pourcentage élevé de gens qui ont une prévalence de l'obésité. Mais complètement à l'opposé, on voit que les gens qui ont un salaire très élevé, hein, les cadres, etc., de 5 300 € et plus, on montre le, le taux, enfin le pourcentage d'obésité le moins élevé. Et en plus, on voit la chose suivante, c'est assez curieux, c'est que ça augmente 99, 2000, 2003. Là, on sait qu'il y a eu de grandes campagnes pour lutter contre l'obésité dans toutes les régions de France. Et là, on voit que l'obésité redescend un petit peu, en tout cas chez les personnes enfin, aisées. Hein, les foyers aisés, ça veut dire qu'il y a une prise en compte de ceci et que les gens en font déjà, accompagnent les enfants pour faire d'activité physique, réduisent les apports caloriques, etc. Donc, vous voyez, par rapport à un certain nombre de pays et qui ont une culture particulière, qui considèrent l'obésité comme signe de santé, chez les enfants, hein, bien, au contraire, les foyers très aisés montrent que le contraire dans d'autres coins du monde. Hein. Alors, en 2014, un rapport réalisé par le cabinet McKinsey sur la charge économique, ça c'est chez les Américains, hein, la charge économique du phénomène avait révélé que l'obésité, ah non, pardon, c'est pas chez les Américains, c'est encore au Maroc, hein, c'est McKinsey, avec l'obésité coûtait 24 milliards de dirhams par an au Maroc, soit près de 3% du PIB du pays. Donc, ce sont quand même des milliards qui pourraient être un peu plus dérivés vers les équipements des hôpitaux, etc., enfin, en matière de santé, que plutôt pour essayer de guérir une maladie qui peut quand même être prise en charge presque à l'échelle de chacun des foyers bien informés. Alors, exemple de surcoût annuel, alors c'est aux États-Unis, hein, de l'obésité aux États-Unis. Là, vous allez sourire certainement. Mince. Alors, coût direct de la santé de l'obésité, 117 milliards de dollars, hein, coût par an pour une entreprise de 1000 employés, ça fait 285 000 $. Un obèse, enfin ça c'est la coût pour une entreprise, hein, de plus de 1000, parce qu'un obèse s'absente en moyenne 2 fois plus. Donc déjà, ce problème d'absentéisme coûte à une entreprise de 1000 employés 185 000 $. Et au total, au niveau du pays, 117 milliards de dollars. Alors, comment expliquer ceci? Bon, il y a un problème d'absentéisme, mais il y a aussi, et c'est là où ça m'a fait un peu sourire, mais c'est un peu dramatique, au niveau de l'automobile. Alors, regardez les Américains, ils ne vont pas acheter des petites voitures, des toutes petites voitures, parce qu'ils sont gros, ils sont pas à l'aise, ils arrivent, leur ventre touche le volant. Hein. Alors, ils prennent des grosses voitures qui consomment beaucoup plus de carburant, 4 milliards de litres d'essence supplémentaires par an au niveau de l'automobile, simplement lié à l'obésité. Et en avion, l'avion aussi, l'avion, ben, il vole, il va utiliser du kérosène en fonction de son poids. En 2000, le surpoids des passagers entraîne 1325 milliards de litres de kérosène en plus. Alors, ce sont des études qui ont été faites par un certain nombre d'instituts, mais qui montrent à l'évidence que simplement l'obésité, tant au niveau de la santé qu'au niveau économique, eh bien, c'est quand même dramatique. Hein. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux aspects physiopathologiques et les risques induits. D'abord, l'obésité peut avoir des risques, enfin, morbidité, hein, morbidité, donc qui entraîne des maladies chez l'adulte à tous les niveaux. L'hypertension, l'AVC, cataracte, coronapathie, diabète, dyslipidémie, hypertension, pancréatite, cancer, sein, utérus, surtout sein et côlon, œsophage, pancréas, rein, prostate, les phlébites, la goutte, la qualité de la peau, souvent on voit des peaux qui sont très abîmées hein, au niveau des membres inférieurs, surtout l'arthrose, parce que ce sont des membres qui deviennent de moins en moins irrigués, l'arthrose, troubles gynécologiques, aménorrhée, oligoménorrhée, infertilité, syndrome de polycystique ovarien, calcul biliaire, pathologie hépatique, stéatose hépatique, cirrhose même,
alors que les gens ne boivent pas, ben, ils se retrouvent avec une cirrhose graisseuse, pathologie pulmonaire, apnée obstructive du sommeil, syndrome d'hypoventilation. Alors voilà, pratiquement tous les grands systèmes de l'organisme, et tout l'organisme peut avoir et peut être atteint simplement par l'obésité, par un excès de graisse. Alors là, c'est une étude qui a été risque relatif de morbidité, hein, donc maladie, à 73 ans chez des adolescents. Alors comment les choses sont passées de 13 à 18 ans qui sont devenus obèses. Alors, c'est un groupe au départ et un groupe de 508 sujets comparé à un groupe avec poids normal, donc en surpoids 508, par rapport à 508 exactement les mêmes nombres en poids normal, des adolescents qui étaient âgés entre 13 et 18 ans, vus entre 1922 et 1935, donc quand qu'ils avaient cet âge, et revus à 73 ans, c'est-à-dire en 1988. Et voilà comment les choses se répartissent au niveau de la morbidité chez les hommes et chez les femmes. Alors c'est un risque relatif, c'est-à-dire que ce risque est multiplié ici par 2,8, par 1,6, par 5, par 0,9. Alors, pathologie coronaire chez les hommes, 2 fois 0,8 plus important. Chez les femmes, 1 fois 0,6. Diabète de type 2, 1 fois 0,6, 2 fois 0,2. Artériosclérose, 5%. Les femmes n'ont pas, elles semblent protégées, je ne sais pas à ce niveau. L'arthrose, alors l'arthrose 0,9 est multipliée par 2. Alors vous voyez déjà que simplement, cette étude est unique, hein, parce qu'elle a duré depuis, elle a été remarquablement faite dans le temps. Et on voit que dans le temps, donc c'est une étude longitudinale, on voit les effets à long terme des causes de morbidité lorsque la personne atteint 73 ans. Alors, l'obésité et mortalité, on sait que cette obésité, l'indice de masse corporelle en kilogrammes par mètre carré est risque faible entre 25 et 30, hein, risque modéré entre 30 et 40, et risque très élevé de mortalité, hein, cette fois-ci, ce n'est pas morbidité, élevé au-delà de 40. D'après, bon, c'est une étude aussi qui a été faite il y a quelques années. Maintenant, mortalité par maladie cardiovasculaire, avec un BMI inférieur à 25. Bon, les maladies cardiovasculaires, il y en a certes, mais beaucoup moins important avec un BMI à moins 25 qu'avec un BMI supérieur à 30. Mortalité, toutes causes confondues. Là, c'était maladie, pourcentage de survie. La maladie cardiovasculaire, là, toutes causes confondues. Comme on a vu tout à l'heure, elles sont nombreuses au niveau des différentes maladies que le sujet peut avoir. Alors, inférieur à moins 25 et supérieur à 30, eh bien là aussi, on peut voir que la mortalité est beaucoup plus importante lorsque on a un indice de masse corporelle supérieur à 30. Alors maintenant, la même étude qui avait été faite, cette fois-ci, c'est les risques relatifs. Tout à l'heure, c'était une morbidité. Cette fois, les risques relatifs de mortalité à l'âge adulte chez des adolescents qui étaient obèses. Donc, c'était la même étude, adolescents vus et décédés par la suite. Là, on ne peut pas dire à 73 ans ou autre, c'est décédé par la suite. Et cette étude a été reprise donc avec ces mêmes sujets en 1988 pour voir ceux qui étaient morts entre-temps, qui étaient décédés. Hommes, il y avait 256 et femmes 252. Hein. Donc on est alors, toutes les causes confondues, risque relatif, eh bien 1,8 chez les personnes obèses, hein, multiplié par 1,8, c'est-à-dire que c'est presque 2 fois le risque de mortalité chez les gens qui étaient en surpoids. Les risques relatifs chez la femme, une fois supérieurs, pathologie coronaire 2,3, 0,8. Les AVC, 13,2 AVC hein, chez les hommes, 0,4 chez les femmes. Cancer colorectal, 9,1 chez les hommes, 1 chez les femmes. Cancer du sein, 0,9 chez les femmes. Donc, on voit tant au niveau de la morbidité que de la mortalité
que les risques induits par un surpoids lorsque le sujet est jeune. Bien après, toute sa vie, il va traîner ce risque, à la fois au niveau de la morbidité que, voire plus dramatiquement, au niveau de la mortalité. Alors, les causes possibles, cette fois-ci, tout à l'heure, on a vu que c'était d'une approche binaire très réductrice, hein, qu'on a vu d'un côté entrée d'énergie, de l'autre côté sortie d'énergie, activité physique. Et on disait, bon, ben, il y a un déséquilibre, l'apport d'énergie est plus important que la sortie en énergie. Eh bien, regardons un peu, allons un peu plus loin que cette approche binaire. Aujourd'hui, on est à une approche multifactorielle, beaucoup plus réaliste. Alors, quand on voit, il y a beaucoup de facteurs donc, qui interviennent. Il y a l'hérédité génétique, elle intervient et on verra tout à l'heure. Les facteurs hormonaux, l'environnement, donc le comportement alimentaire et la sédentarité, les facteurs économiques, on en a vu aussi tout à l'heure, les facteurs psychologiques et sociaux, les facteurs médicaux, prise de certains médicaments, l'arrêt du tabac aussi entraîne une prise de poids et les autres. Donc on voit que le surpoids et l'obésité sont en des causes sont multifactorielles au niveau des causes. Alors, les déterminants de l'obésité, ça, c'est quand même des études qui datent, mais elles sont toujours valables aujourd'hui. Hein. Au niveau génétique, il y a 25% des causes génétiques pour induire l'obésité ou le surpoids. Hein. Donc là, les gènes déjà parlent pratiquement pour un quart. Au niveau environnemental, c'est-à-dire c'est l'absorption de tous les de tous les aliments qui sont un peu gras, enfin tous ceux qui en tout cas pris en excès et en plus gras et salés, etc. Et puis pas d'activité physique ou sédentarité et culturelle, eh bien parce que dans certains pays, dans certaines régions, eh la culture veut qu'on mange comme ceci, etc., etc. Donc ce sont les trois causes principales qu'on fait les trois déterminants principaux de l'obésité. Alors les gènes et l'obésité, les aspects génétiques, trois types d'études ont été proposées, enfin ont été faites, pardon, pour étudier l'effet du comportement alimentaire et de l'activité physique sur des jumeaux monozygotes versus des jumeaux hétérozygotes ou et enfants de génotypes différents. Alors, deuxième type d'étude, que l'on va voir tout à l'heure, séquençage complet du génome. Là, aujourd'hui, on commence à en avoir les moyens, heureusement, notamment celui de familles obèses. Alors, est-ce que dans leur génome, on a, quand on regarde la totalité du génome de ces familles, issues de pays ou de cultures différentes. Donc, ça a été fait. Et troisième type d'étude, c'est ce qu'on appelle les génétiques inversées. C'est stratégie de génétique inverse qui cherche à localiser une région chromosomique, ça en étude là, c'est la totalité du génome, une région chromosomique liée à la maladie, puis à identifier à l'intérieur de cette région le gène anormal situé sur cette région. Alors, pour le premier cas, c'est comparaison de jumeaux homozygotes versus hétérozygotes. C'est une étude qui avait été faite par Bouchard et ses collaborateurs, qui avaient pris 7 paires de jumeaux monozygotes, donc du même œuf, et à qui il a fait faire un programme d'activité physique entraînant un déficit calorique de 244 macrojoules. Donc, c'est un programme d'activité physique assez dense. Hein. Les résultats obtenus, bien, perte de poids très variable, alors pourtant dans des paires de jumeaux monozygotes très variables, allant de 1 à 8 kg, plus variation que multiplie 6 entre les individus de génotypes différents, entre paires de jumeaux, comparés à ceux du même génotype au sein de chaque paire de jumeaux. Et donc, le résultat de cette étude, c'est que ces résultats suggèrent l'importance de l'influence génétique au niveau de la perte du poids consécutive à l'exercice physique. Donc, on voit que la perte du poids peut être directement influencée par l'exercice physique, mais pas que ça. Ensuite, 12 paires de jumeaux monozygotes en surplus alimentaire, total de 350 macrojoules, donc on est dans l'alimentation. Résultat, augmentation du poids variable allant de 3 à 13 kg,
plus variation que multiplie 3 entre les individus de génotypes différents, entre paires de jumeaux, comparés à ceux du même génotype au sein de chaque paire de jumeaux, donc le monozygote par rapport à l'hétérozygote. Et là aussi, cette étude montre que ces résultats suggèrent l'importance de l'influence génétique au niveau du gain du poids consécutif à une suralimentation. Donc on peut voir qu'il y a les deux facteurs qui interviennent et qui interagissent, c'est incontestablement la prise alimentaire et le niveau d'activité physique. Alors là, on a des études réalisées sur le modèle animal. C'est l'hormone codée par le gène OB. C'est bon, ici c'est les souris OB-OB. Alors les deux souris OB-OB, c'est qu'elles n'ont pas OB, qu'elles n'ont pas de leptine. Leur amas graisseux ne fournissent pas de leptine. C'est un problème génétique. Et lorsque une souris OB-OB, donc que l'on voit ici, qui n'a pas de leptine, est traitée justement avec de la leptine, bien on voit qu'elle retrouve une taille presque normale. Hein. Donc on voit qu'il y a une influence ici génétique à partir d'un gène qui manque, le gène OB, ou l'hormone codée par le gène OB, c'est-à-dire en l'occurrence la leptine. Défaut d'expression du gène OB, donc absence de leptine égale obésité. Donc on voit que la leptine qui est fournie, qui est produite par le tissu adipeux, si elle vient à manquer, c'est ce que l'on constate souvent au niveau des obèses, et on traite aussi l'obésité par la leptine, eh bien c'est aussi un problème qui est lié aux aspects génétiques. Alors quand on regarde la relation entre le gène OB, la leptine, le cerveau et l'obésité, bien on sait que le tissu adipeux va produire, tissu adipeux ici augmente, quand il augmente, ce tissu adipeux, bien, il va fournir le sans renseignement, c'est-à-dire il va avoir une augmentation de la leptine et qui va impacter, enfin qui va en tout cas activer certaines zones de l'hypothalamus et qui envoie comme message à moyen et à long terme, attention, baisse de la prise alimentaire, plus augmentation de la dépense d'énergie égale perte du poids. Une deuxième information qui est fournie par l'hypothalamus, c'est que directement au niveau du tissu adipeux, c'est la leptine donc qui déclenche tout, au niveau lipolyse, c'est-à-dire dégradation des graisses, hein, des lipides. Alors, donc, on sait que la leptine joue un rôle majeur justement pour expliquer les comportements hein, au niveau de la prise du poids et de l'activité physique et aussi directement au niveau du tissu adipeux par le biais d'une augmentation de la dégradation des graisses. Séquençage du génome de famille obèse, ça c'est un deuxième aspect. Donc, c'est quand on séquence la totalité du génome. Et cette fois-ci, il existerait des gènes candidats au niveau de tous les chromosomes. Alors, c'est ça que l'embêtant, on pensait qu'il n'y avait que certaines parties chromosomiques du génome qui étaient impliquées, mais là, pratiquement, il y a, au niveau de tous les chromosomes, on voit qu'il y aurait des gènes candidats. Et ça, à ce jour, il y a plus de 300 gènes ou marqueurs génétiques seraient reliés à l'obésité. Donc, il est difficile d'agir d'une manière très ponctuelle sur les chromosomes, puisque malheureusement, on retrouve des gènes candidats à tous les niveaux. Ensuite, stratégie dite de génie inverse. Cette fois-ci, on prend une séquence le cas où un défaut unique d'un gène qui entraînerait l'obésité sont très, très rares. Au niveau mondial, on n'a trouvé que 300, je crois, ou 100 individus, pardon. Moins de 100 individus dans le monde sont concernés par la mutation d'un des 5 gènes suivants qui codent pour, alors, la leptine, le récepteur de la leptine, la pro-mélanocortine, la POMC, la proconvertase, c'est une enzyme de maturation des hormones dans l'insuline et le POMC, le POMC, et le récepteur hypothalamique aux mélanocortines. Donc voilà, vous voyez, ça concerne que 100 individus au plan mondial. Donc on peut dire là aussi qu'il n'y a pas, cette stratégie dite de génétique inverse n'a pas non plus fourni réfutable qu'il y a un gène qui va, ou quelques gènes qui vont être à l'origine, mais c'est pratiquement tous les chromosomes qui portent certaines orientations vers les aspects
de l'obésité. Alors, en conclusion de cette partie, la brusque augmentation actuelle de l'obésité, donc si c'était génétique, on aurait dû le constater bien en amont, actuelle de l'obésité a bien peu de chances de provenir d'une soudaine mutation de gène, donc on exclut cet aspect-là, et encore moins d'un gène donné. Là, on arrive moins de 100 cas dans le monde. Donc, on devient obèse, cette phrase est très importante. Si l'on possède un certain gène, si l'on possède certains gènes, mais pour un mode de vie donné. Autrement dit, c'est une orientation épigénétique qui montre que les gènes existent probablement, mais ils sont multiples. Mais c'est surtout l'environnement, l'interaction de l'environnement qui va peser sur la prise de poids, sur l'obésité et sur le surpoids. Les gènes s'expriment quand ils interagissent avec l'environnement. Donc, sédentarité, suralimentation, alimentation rapide et les habitudes familiales. Donc, au plan génétique, on voit que de toute façon, les gènes existent probablement, ils sont multiples, enfin les chromosomes en tout cas sont multiples et ils ne demandent qu'à être développés dans un environnement qui leur est favorable, de sédentarité, de suralimentation, et d'alimentation rapide et habitudes familiales. Alors, quelques résultats significatifs. Probabilité de devenir obèse. Pardon? Oui. Est-ce que je peux poser une question? Ben, allez-y, si je peux répondre. Hein. Merci. Si on nous pose la question, les facteurs génétiques ont un effet direct sur l'obésité, est-ce qu'on va répondre par oui ou non? Non, vous répondez intermédiaire. Il existe des probabilités au niveau génétique et ces probabilités ne demandent qu'à s'exprimer dans un environnement qui est favorable malheureusement à la brusque augmentation de l'obésité a bien peu de chances de provenir d'une soudaine mutation. Hein. Alors, il y a probablement, puisqu'on revient à ces aspects-là, voilà, il existerait des gènes candidats au niveau de tous les chromosomes. Alors, donc, effectivement, si on peut dire c'est génétique, mais ça se situe au niveau de tous les chromosomes. Et à ce jour, plus de 300 gènes ou marqueurs génétiques sont reliés à l'obésité. Gènes, si vous voulez. On sait que c'est génétique, mais c'est tellement multi-chromosomique qu'on ne peut pas dire que ça soit fondamentalement quelques parties de gènes ou a fortiori des gènes qui auraient muté dans notre société actuelle. Mais ces gènes l'ensemble de ces gènes ou l'ensemble de ces chromosomes forment un potentiel. Si dans ce potentiel vous mettez l'environnement, c'est-à-dire la malbouffe, l'activité, la sédentarité, etc., eh bien vous avez toutes les chances de les activer de façon à ce qu'ils entraînent l'augmentation du poids, enfin le poids en graisse en tout cas. Vous comprenez ça? Oui, merci. On ne peut pas répondre oui ou non. Il faut répondre, attention, on a un potentiel génétique diffus qui ne demande qu'à s'exprimer dans un environnement qui lui est favorable. Voilà. Et donc c'est un problème fondamentalement épigénétique, c'est-à-dire que les gènes sont là et l'environnement va interagir avec ces gènes. Si l'environnement n'est pas favorable, c'est-à-dire si on n'est pas sédentaire, si on a une alimentation saine, eh bien, ces gènes resteront à l'état de potentiel. Merci. Alors, donc, on revient. Probabilité de devenir obèse, 2 parents obèses, 80% d'enfants obèses. Un des 2 parents obèses, 40%, on diminue. Mais vous voyez que 2 parents minces peuvent avoir 10% d'enfants obèses. Et ça, c'est totalement lié à l'environnement et à le mode de vie. Donc, parce que les 2 parents minces, ça signifie que quand même génétiquement, ils vont transmettre une génétique qui n'est pas favorable au développement de l'obésité, en tout cas, et que l'environnement va pouvoir entraîner quand même un certain nombre, 10% quand même, qui peuvent être totalement liés au problème de l'environnement, c'est-à-dire malbouffe, activité sédentaire, enfin sédentarité et environnement familial favorable à
à la prise de certains aliments. Alors, si on peut, voilà, c'est une phrase aussi, si on ne peut pas agir sur ces gènes, on ne peut pas y agir. On a par contre toute l'attitude pour agir sur son environnement. Alors, comment faire l'environnement? Eh bien, là, vous voyez, je n'ai pas fait de publicité pour McDo. Hein. Je dis ce sont les arches d'or. On les appelle les arches d'or. Alors, apprendre à lire les étiquettes. Alors, vous, en tant que médecin, mais surtout aussi les enseignants, etc., ben, de plus en plus, ça devient des petites, ce qu'on fait, des petits aspects qui sont développés aussi à l'école, mais qui peuvent être développés aussi dans des foyers par des parents qui ont déjà un certain niveau quand même. Eh bien, il faut apprendre à lire les étiquettes pour déceler la quantité, surtout de sucre et de sel, hein, qu'il y a dans les aliments qui sont préparés. Donc, par exemple, dans le Coca-Cola, un verre de Coca-Cola, ben, ça équivaut à 7 carrés de sucre. Hein. Et donc, bon, ben, il y a dans tous ces plats qu'on fait de pâtisserie, etc. Surtout qu'au Maroc, les pâtisseries sont très bonnes. Je crois que je deviendrai obèse au Maroc, moi, hein, avec les pâtisseries marocaines. Donc, attention, la quantité de sucre, de sel, c'est eux qui sont les principaux pourvoyeurs de maladies liées à l'obésité. Alors, regardez, c'est un petit coup d'œil, un petit clin d'œil hein, que je vous fais. Alors, tu squattes toujours dans les poubelles du McDo? Alors, on voit un petit anormal de l'autre. Oui, ben oui, pourquoi? Bon, alors, sédentarité et obésité. La sédentarité et obésité, ce qui est traduite en heures de télévision par jour. Alors, inférieure à 1 heure par jour, entre 2 et 3 heures par jour, et supérieure à 4 heures par jour. Et ici, le BMI. Alors, on peut voir ici les garçons avec les petits points et les filles en grisé. Alors, en ce qui concerne inférieur à, bon, ben, on voit que le BMI se situe à 23, même les filles, c'est 22, un peu plus que 22, donc on est dans la normalité. Puis, en 2 à 3, on voit que chez les garçons, le BMI augmente, il est encore relativement correct, 2 à 3, mais on voit qu'il y a une augmentation significative, ce sont ces petites étoiles qui sont aussi bien chez les garçons que chez les filles. On voit que l'effet de la sédentarité, on est assis devant la télévision, intervient, surtout quand on voit qu'au supérieur à 4 heures, on voit aussi qu'il y a une différence significative par rapport aux 2 heures et a fortiori par rapport à 1 heure. Donc on voit très bien déjà évalué par heure de télévision par jour que le BMI va augmenter en fonction du nombre d'heures. Hein, c'est que on voit ici les nombres d'heures et on voit que par rapport à 4 heures par jour, 2 heures à 3 heures risque diminuer de 20 à 25% par rapport à 4 heures et en 1 heure par jour risque diminuer de 40% s'il n'y a que par rapport aux 4 heures par jour. Hein. Donc, on a intérêt à limiter nos enfants et les jeunes, nous-mêmes, hein, à regarder la télévision plus de 4 heures par jour. Alors, chez les 12-18 ans, la prévalence de l'obésité augmente de 2% par heure, heure quotidienne passée devant la télévision. Donc, plus on augmente le nombre d'heures de passer devant la télévision, eh bien, vous voyez, chaque heure, c'est 2% en plus. Donc, c'est l'étude qui avait été menée par l'équipe Eisenman et ses collaborateurs dans le journal Obesity Research. Alors maintenant, l'activité physique et les pertes de poids. Là, ça va être, quand j'ai lu ça, ça a été assez décevant pour moi, mais bon, il faut prendre ce qui est publié par des gens sérieux. Alors, en ce qui concerne l'obésité, voilà, je me suis amusé à faire cette petite figure, l'entraînement de musculation en musculation chez les obèses. Ça va augmenter le métabolisme de base de repos. Pourquoi? Parce que quand on fait de la musculation chez les obèses, ben, on va augmenter la quantité de muscles. On sait que la graisse a un métabolisme nul, le métabolisme de base nul, et ce qui entraîne l'augmentation du métabolisme, c'est avant tout les masses musculaires. Donc, plus on fait un entraînement en musculation, plus on augmente le métabolisme de base de repos. Donc, le métabolisme lié probablement à la prise de muscle.
à côté de ça, bon, jusque-là, on disait aux obèses qu'il faut faire un travail d'endurance aérobie. Alors, bon, d'abord, les personnes obèses ne vont pas marcher ou courir parce que à cause des problèmes articulaires. Donc, même si elles font du vélo ou du rameur ou n'importe, un travail d'endurance, donc de longue durée, aérobie, hein, donc à faible intensité, et parce qu'on disait que le travail de longue durée à faible intensité vont surtout utiliser les graisses, mais à la condition, bien sûr, on en fasse, dans le cadre du FEPA, c'est l'assiduité, la fréquence par, etc., etc. Alors, ces métabolismes de base, donc, moi, c'est clair que chez les obèses, on va commencer par un travail d'endurance. Progressivement, on va les inviter à faire un travail de musculation. Pourquoi? Parce que les deux vont avoir une incidence pour augmenter la dépense d'énergie. Alors, quand on regarde les muscles des gens qui travaillent en endurance, hein, bien, ils vont augmenter leur nombre par cellule, le nombre de mitochondries. On sait que les mitochondries sont des organes qui vont utiliser les graisses, entre autres, pour donner de l'ATP. Et puis, donc, quand on augmente le nombre de mitochondries, eh bien, augmentation, aussi on augmente les fibres de type 1, les fibres à contraction lente, c'est pas l'endurance, hein, à contraction lente, qui sont des fibres oxydatives, donc qui vont travailler et qui utilisent surtout les graisses. Et on augmente les capillaires sanguins aussi à ce niveau-là. Donc, c'est un ensemble qui va favoriser l'utilisation des graisses périphériques, hein. Alors, en plus, pour les gens qui ont des problèmes accompagnant l'obésité, c'est-à-dire les problèmes de diabète de type 2 notamment, alors la musculation, c'est intéressant parce qu'elle va utiliser surtout le glycogène. Or, on sait que les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2 vont avoir des glycémies qui vont être fluctuantes. Et donc, quand on fait un travail de musculation, on va utiliser le glucose et le glycogène, alors que l'endurance, on va utiliser les graisses. Donc, on voit que ça se marie bien pour aussi bien les gens obèses que les gens diabétiques. Alors, en ce qui concerne l'endurance aérobie, il va intervenir sur le tissu adipeux des sujets obèses, et ce tissu adipeux va entraîner aussi une augmentation des antioxydatifs, des flux sanguins dans le tissu adipeux qui favorisent la production de leptine, hein. Et puis, à ce niveau-là, bon, l'endurance aérobie intervient aussi directement sur ceci qui favorise la leptine, et donc on connaît les effets de la leptine, mais aussi la dépense d'énergie va entraîner une baisse de la taille, c'est-à-dire que les adipocytes vont perdre de leur contenu en graisse et donc vont avoir une taille qui va diminuer au niveau des adipocytes. Mais il n'y a pas que ça. En ce qui concerne l'ensemble de ceci, augmentation et utilisation de l'ensemble de ceci va, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, augmenter l'utilisation des lipides. La sensibilité à l'insuline aussi va contribuer à augmenter le phénomène d'utilisation des graisses. Et puis, à ce niveau-là aussi, il y a les catécholamines qui sont directement impactées, et les catécholamines vont aussi activer cette dépense d'énergie. Donc, l'ensemble de ces montre tous les effets à la fois de l'entraînement en musculation et de l'endurance aérobie. Eh bien, on sait que la leptine, etc., va agir ensuite par voie indirecte sur la diminution du tissu adipeux clair, parce qu'il y a le tissu, enfin, les graisses foncées et les graisses claires, hein. Les graisses foncées, c'est pas tellement important, enfin, c'est important, mais on les utilise beaucoup plus volontiers lors d'une activité physique quelconque, alors que les graisses claires sont beaucoup plus résistantes, mais on peut aussi les maîtriser, comme nous allons le voir tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne maintenant la distribution par âge et par sexe du temps passé, tout à l'heure c'était sédentarité, à l'activité physique d'intensité au moins modérée. Alors, ce que malheureusement on peut constater chez les garçons et chez les filles, bien c'est qu'à l'âge de 9 ans, ils sont de minutes d'activité par jour, ils sont d'une manière spontanée,
ils vont être beaucoup plus actifs. Et ça, c'est autant au niveau du Danemark, du Portugal, de l'Estonie ou de la Norvège. Eh bien, on constate le même phénomène, c'est-à-dire que garçons et filles de 9 ans sont beaucoup plus actifs par jour que déjà les adolescents et surtout les adolescentes. Alors, on peut voir qu'il y a cette chute, et c'est l'intervention qui devrait être réalisée à la fois par les autorités, mais par le corps médical et les corps enseignants, c'est d'ici donner, en tout cas, des activités qui soient motivantes aux jeunes, plutôt que les laisser s'enfermer derrière leurs écrans. Alors, ça, c'est activité physique d'intensité au moins modérée, mais on voit que ça diminue en fonction de l'augmentation des âges chez les jeunes. L'activité physique et l'obésité, ici 15 143 adolescents, âgés donc de 14 à 18 ans, dont on a pris le BMI, et cette fois-ci, on va regarder l'activité par jour. Alors, je ne sais pas si oui, voilà. L'activité par jour, c'est que deux séances d'activité de 30 minutes, pardon, d'activité sans transpiration, c'est-à-dire donc modeste, par jour, eh bien, il n'a pas beaucoup d'effet. Ici, il n'y a pas de différence significative entre 2 et 3 à 5 fois par jour, 30 minutes d'activité modérée au niveau de l'intensité. Ça commence à en avoir, ça devient significatif uniquement chez les garçons, aux alentours de 6 à 7 fois 30 minutes dans une semaine, hein, par semaine, oui. Et on peut voir, donc, 15 143, c'est une étude quand même assez importante. Donc, on peut être que déçu, hein, mais il est clair que c'est l'activité à intensité modeste, sans transpiration. Alors que l'activité physique avec transpiration, c'est-à-dire plus intense, eh bien, on constate que cette fois-ci, les filles vont en bénéficier en 3 à 5 heures 3 à 5 fois 20 minutes. Hein. Alors, donc, moins de temps, mais plus intense, 20 minutes. Bien, déjà, les filles montrent une différence significative et à 6-7 fois 20 minutes par semaine, eh bien, on constate que les garçons et les filles en bénéficient et il y a des différences significatives. Mais vous voyez que la baisse du BMI est relativement modeste. Mais le problème de BMI, c'est toujours, il prend la taille et le poids. La taille, bon, on va pas être influencé par l'activité physique, il y a uniquement le poids. À la limite, plutôt que le BMI, ça aurait été plus intéressant de n'avoir finalement que le poids. Alors là, on constate que là aussi, chez les garçons, dans les populations, chez les garçons en tout cas, pas de différence significative entre 2 fois 20 minutes, enfin 2 jours ou à une pratique de 20 minutes par jour et 3 fois à 5 fois par semaine dans chaque fois 20 minutes d'activité avec transpiration. Alors, l'effet de l'exercice physique seul sur la perte de poids, elle est véritablement très modeste, c'est-à-dire perte de poids en kilogrammes par semaine. Par semaine. On voit pour des gens ici qui pratiquent une activité physique, on voit que 0,12% chez les femmes et 0,10% chez les hommes. C'est relativement modeste. Et alors, l'exercice physique seul, sans restriction calorique, n'a qu'un effet minime sur la perte de poids, mais c'est l'effet cumulatif qu'il faut retenir. Par exemple, 30 minutes de jogging modéré par jour, ça entraîne, on sait, 450 grammes de graisse en moins en 12 jours. Hein, 450 en 12 jours. Mais l'effet cumulatif, s'il y a toujours de l'assiduité dans la pratique, on peut dire qu'en 12 jours, quand on ramène ça dans une année, eh bien, ça nous fait 13,6 kilos de graisse en moins en un an. Donc, ce n'est pas les effets à court terme, c'est les effets à long terme qu'il faut rechercher par la pratique de l'activité physique.